Donc là, on va passer à la chronique de Massy, l'UFC Paris. Donc il y avait 3 combattants français sur 5 qui étaient issus du MMA Factory quand même. C'est une belle perf lors de cet événement. Donc on va focus sur cet événement de dingue. Donc tu as participé, Nassourdine, et toi aussi Daguerre, parce que je pense que t'étais pas loin. Donc Massy, c'est à toi. Donc moi je vais parler justement de tout le chemin qui a été parcouru justement de la quasi-clandestinité du MMA jusqu'à l'apothéose de l'UFC à Paris. Donc tout d'abord il faut savoir donc, que le MMA il a connu une période de diabolisation, on est un petit peu de la même génération. Comme on va le voir sur l'image là, notre première image, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, Nassourdine Daguerre, les reportages sur M6, enquête d'action quand on voyait le MMA. MMA, djihadisme, enfin il collait tout quoi, tu vois. Ouais voilà, il y avait djihadisme, combat clandestin, tout ce qui était raconté sur la discipline. Il y avait aussi, vous en avez un petit peu parlé, la condition précaire des combattants. Donc déjà le fait de ne pas pouvoir exercer sa discipline sur ce sol, combien de temps vous disiez que vous étiez au MMA Fight, le MMA, 100% MMA. Vous y avez combattu en pancrace. Vous ne pouviez pas faire du MMA. D'ailleurs, tu disais que tu es parti combattre en Pologne. En Pologne, il y en a Nassourdine. C'est ça. Daguerre aussi, les combattants français, on était obligé de voyager à l'étranger pour pouvoir combattre. Et là-bas, comme on a dit tout à l'heure, vous savez comment ça se passe. Et le prix, les primes, le déplacement. Pour qu'on se fasse défoncer, quoi. Tu vois. C'est clair, déjà, t'es pas chez toi. Les primes, le déplacement, j'imagine que c'était un peu la galère. On prenait pas grand-chose hein, en termes de primes pour l'étranger, justement. Les primes, vraiment. C'était plus une déprime. Ah ouais, c'est la déprime, on peut parler de ça. Et malgré tout, on a eu quand même, on en parlait un petit peu de Diabaté, la première génération des combattants à l'UFC. Hein, donc, comme on va le voir sur l'image. Donc voilà, on voit Cheikh Kongo, Cyril Diabaté. C'est les anciens. D'ailleurs, chez Congo, il est toujours là. Hein. Il y a 10 ans, on disait que c'était un ancien. Il est toujours là. Respect. Et on a eu enfin, justement, une légalisation qui a enfin été obtenue. Hein. Donc, il y a Roxana Marcineanu, juste avant le Covid, qui va légaliser la pratique du MMA. Personne s'y attendait. Hein. Après tout ce qui a été dit sur le MMA, les combats du cirque, les sauvages, les djihadistes, les légales. On a entendu tout et n'importe quoi hein, de la part de tout le monde. Et on a Roxana Marcineanu qui légalise la pratique du MMA en France juste avant le Covid. Donc comme on va le voir sur cette image, donc on a votre entraîneur, Fernand Lopez, à côté de la ministre déléguée au sport, Roxana Marcineanu, juste à côté. Et on a eu quelque chose qui a fait exploser le MMA, mais bon, le temps il défile vite, ça a été le combat Francis Ngannou contre Cyril Gane, justement. Et vous êtes de cette génération, donc on voit ici le combat Francis Ngannou. Qu'est-ce que ça te fait justement, le fait que Cyril Gane prenne toute la lumière? Est-ce que le fait qu'il prenne toute la lumière, ça te permet à toi de développer tout tranquillement? Non, je pense que ce qu'il prend, déjà la lumière qu'il prend, il mérite. Bien sûr, bien sûr. Il le mérite amplement. Il a été champion intérimaire. Là, il va peut-être rediscuter la ceinture prochainement. Et non, au contraire, ça me motive à travailler plus. Et c'est une bonne chose qu'il soit là. C'est une très très bonne chose. C'est une égérie, c'est clair. Ouais, on a fait énormément de sparring ensemble. Ça me rapporte en expérience, que ce soit dans la cage ou même. En fait, et comme il est devant, je vois déjà les obstacles qu'il faudra passer en avance. Tu vois à peu près ce que. C'est clair, ouais. Clair ou pas? Il est devant, ouais, exactement. C'est exactement. Je sais à quoi m'attendre en fait. On l'a très bien compris. Ouais, c'est ça. D'ailleurs. Et ils m'aident plus qu'autre chose. Ça a été le cas avec Daguerre aussi, qui t'a aussi ouvert la voie. T'as suivi. C'est exactement ça. Grand respect à Cyril Gane d'ailleurs. C'est incroyable qu'on ait un combattant aujourd'hui comme ça ici en France. Est-ce que tu étais surpris en fait que le public. Enfin, moi j'ai trouvé ça complètement fou. Ouais. Que vraiment c'était pendant tout le combat avec un gros soutien. Est-ce que tu t'attendais à ça en fait? Est-ce qu'on peut avoir la vidéo justement, histoire de te rafraîchir la mémoire, même si tu l'as ressenti au plus profond de toi? Mais est-ce qu'on peut voir, Richard, la vidéo de. Les frissons, hein, j'imagine, pour toi, Nassourdine. C'était incroyable. J'adore. J'aime beaucoup ça. Mais là, vous venez de mettre, là, j'ai Nassourdine, j'ai envie de faire du. T'as envie de te battre. Et ça t'a surpris non. En fait, je m'imaginais pas autant. Je l'espérais, j'y croyais, je me disais, ouais, ça va le faire. Mais voilà, j'imaginais pas, c'était quelque chose de ouf. Et franchement, le public français, c'était vraiment présent et waouh, c'était vraiment incroyable. Déjà à la pesée. Rien qu'à la pesée, ouais. C'est vrai que une fois à la cérémonie, il y avait le open workout aussi. Et là-bas aussi, il y a eu un grand soutien. Et là, j'ai dit à mon frère, tu vas voir, au combat, ils seront là, quoi. En plus de ça, mon adversaire, il a dit, ouais,
t'es pas chez toi. C'était drôle. Les Français, tu soutiens pas. Dehors, on m'a dit ça, on m'a dit ci, bon, grande bouche, quoi. On l'a vu, Mais- on l'a vu. Ouais. On a vu que t'as répondu quand même un Mais petit il y peu, avait hein. une Tu t'es scène pas laissé très- faire. Hein. Il y a eu une scène très drôle. Vous étiez en train de signer des posters, des flyers. Il y avait toi, Cyril Gann, et ton adversaire, Buckley. Et il parlait, mais il te regardait pas. Et tu dis à Cyril, mais il ose même pas me regarder. Mais pourquoi il me regarde pas dans les yeux? Mais pourquoi il me parle, il me regarde pas? Ouais, Tu c'est lui clair. apprendre le respect. Mais en fait, c'était bizarre pour moi parce que tu as beaucoup parlé, tu as beaucoup d'insultes. Ah, les Et, Américains, c'est les Américains. C'est les Américains, c'est ça. Mais sauf que moi, je parle pas sa langue. Je suis pas un Américain. moi, je traduis ça en français, tu vois. Et en français, c'est très grave ce qu'il dit. Parce qu'il a pas dit juste je vais te botter. Il a fait d'autres vidéos aussi à côté, tu vois. Et il m'a dit tout ça. Et moi pendant 2 mois, quoi, j'avais le feu en moi. Et là, je le retrouve en face et je me dis, il va me rentrer dedans. Voilà, il est chaud, etc. Mais en fin de compte, non, il me regardait même pas. C'est pour ça que j'avais pas compris. Ensuite, il parlait beaucoup, mais je comprenais pas. Et je me disais, est-ce qu'il m'insulte encore ou est-ce Ouais, que- ouais. Bon, après, il y avait le sourire, etc. Et je me dis, bon, il est tranquille, mais ouais, tu vas payer, quoi. Yeah. Pour tout ce que tu as dit. Et pour revenir justement sur cet historique, hein, donc on a eu la légalisation du MMA, on a eu le Covid entre deux, hein, ça a cassé tout le monde. Pendant 2 ans, on a un petit peu été en off. Et tous les signaux, ils ont été ouverts justement pour l'arrivée de l'UFC vers Paris. Donc traditionnellement, Londres, c'était la grande ville en Europe où l'UFC venait. Hein. Moi, en 2014, j'étais à l'UFC à Londres. Gustafsson Manua, c'était incroyable. Je me disais un truc, je disais mais merde, pourquoi on n'a pas ça à Paris en quelque sorte? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je suis ici en 2014? Je vois Gustafsson, je vois Manua. Melvin Gillard, j'avais vu aussi Diabaté qui s'était mangé, qu'il avait contre Latifi, il s'était mangé malheureusement une guillotine, il me semble. Et justement, il y a eu donc le Bellator, comme on va le voir sur l'image, hein, justement sur notre image, le Bellator qui a été le premier grand événement justement à l'Accor Hotel Arena. Avec donc Yoel Romero, on a vu Yoel Romero là-bas, hein, c'était un show qui a été incroyable. On a vu aussi Cheikh Congo qui a combattu également là-bas. Et, Avec une jauge à 1000 personnes. avec une jauge à 1000 personnes. Et ce grand événement a fait que tous les feux étaient ouverts justement pour l'UFC Paris. Voilà, on a testé. Il y a eu aussi tous les galas de MMA professionnels qu'on a vu un petit peu partout en France. Ça a été une réussite incroyable. Il y a eu que des bons échos un petit peu de partout. Et enfin, le 3 septembre 2022, donc on a une réussite incommensurable qui va venir. L'UFC, on va aller directement donc vers cette UFC Paris le 3 septembre 2022. Cette UFC Paris, ça a été une réussite incroyable déjà sportive. Sur les 5 combattants qui étaient à l'UFC, donc c'est-à-dire Nassourdine Imamov, toi, William Gomis, Benoît Saint-Denis, Fares Ziam, et le dernier, donc il me semble que c'était Cyril Gann, ouais, bah, le plus important. Tu vois, on oublie le plus important, c'est clair, le meilleur pour la fin. À ce moment-là, je suis pas très content. Mais la foule, quand j'ai entendu crier, ça m'a fait... Et l'entrée, quand tu rentres, on voit que t'es en symbiose avec la foule. Ouais. La musique du film Ali, Ouais. incroyable. Ça a été aussi un succès, comme on parlait, populaire, incroyable. Les Américains, ils raffolent de la foule française, ça fait longtemps, on en parlait avec Cynthia la dernière fois, hein, du fait que l'UFC s'est installé depuis plusieurs années aux États-Unis, à part pour les gros main events, à Las Vegas, c'est à moitié vide. Ouais, Et quand ils ont vu la ferveur française, le public français, les chants français, et un public ils ont de connaisseurs halluciné. d'ailleurs. Voilà, un public qui est capable à la fois d'acclamer un KO, mais qui est capable d'apprécier le grappling, le jiu-jitsu brésilien et toutes ces choses-là. Et on va le voir aussi donc sur la vidéo qui va venir sur 2 choses, sur le It's Time de Bruce Buffer et sur l'ambiance du combat de Cyril Gann, vraiment le final, le scénario incroyable, le meilleur scénario qui pouvait finir. Bon. Et je voulais finir sur ça justement, en plus d'un succès populaire, ça a été un succès économique incroyable, tous les pay-per-view ils ont été cassés, 3 300 000 € en entrée sans compter les produits dérivés, et justement je voulais embrayer sur ça, l'UFC donc ils annoncent, ils ont adoré le public français, ils ont adoré la vibe qu'on avait, sur les réseaux sociaux tout le monde est unanime, les influenceurs ils ont adoré le public français, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu une telle ferveur, et l'UFC annonce justement vouloir faire un événement en France encore hors Paris. Et imaginez-vous, et peut-être même dans le sud de la France. Donc, comment vous voyez la perspective
d'un UFC, peut-être, je sais pas, à Marseille, au stade de Vélodrome, chez vous, à domicile. Ah, le Provence, ça va être impossible. Avec Imamov Adesanya, main event. Imagine. Ah non, je claque le portefeuille là, je prends une place à 5 000 €, je viens voir. Hein. C'est clair. Bon, ils vont organiser encore des fight nights juste avant. Je pense que ça sera quelqu'un du top 5. Et après... Des pay-per-view peut-être en France. Bien sûr, fort possible. Après ce qui s'est passé, on ne peut pas imaginer. Le 3 septembre, on a tous brillé, le public a brillé. Voilà, mais ils ont vraiment des grands projets maintenant. C'est quasi certain. Ah bah c'est clair que quand... Les rumeurs, ils disent que voilà. Quand on leur parle d'argent aux Américains, ils sont là. Hein. Quand ça paye, bien sûr qu'ils ont des projets sur ça. C'est clair. Donc voilà, sur ça, moi j'en ai fini. Et justement, je voulais vraiment finir sur ça, sur cette perspective. Et je voulais vous poser la question par rapport, j'imagine vous faites des allers-retours, c'est ce dont on avait un peu parlé, entre le sud de la France et Paris. Et comment vous vivez justement ce changement d'atmosphère, la vie parisienne, avec peut-être le contraste entre la tranquillité du sud et la vie parisienne, comment vous vivez ça? Surtout pour moi, parce que Nasson il habite à Villejuif, moi j'habite à Marseille en fait. D'accord. Tu fais les allers-retours? Okay. Je fais les allers-retours. Pour ça, je laisse répondre parce que moi, la Gironde, c'est après les combats, voir vraiment la famille. Ça fait du bien de revoir le soleil des fois. Ouais, grave. Et ce qui se remarque, c'est l'accent en fait. À chaque fois, je reviens, oui. je le ressens tellement. Il a un accent. Vous avez l'accent du sud tchétchène, j'avais jamais entendu ça le mélange. C'est un bon mélange en tout cas. Ouais, en fait, l'accent il revient souvent quand je pars pour 1-2 semaines, je reviens, l'accent il revient à chaque fois, tu vois. Après, je reste ici un mois, 2 mois avant le combat, l'accent il part, ensuite je rentre.